Salam alaikum Azzoul Filaouen, rebonsoir. Dans cette deuxième partie de la rétro-info de la semaine, bien sûr, on a commencé avec la réforme du secteur de l'éducation qui a fait réagir. Beaucoup de réactions en Algérie, bien sûr, les spécialistes du domaine, mais aussi les militants politiques, les partis politiques, comme les chefs de partis politiques, comme Louisa Hendoun, qui a appelé le chef de l'État donc à réagir et conteste donc le projet, appelle Tebboune à agir par rapport à cette réforme. Et bien sûr, avec plaisir, on a dans cette deuxième partie Hamid Lelou, directeur de Run pour la démocratie en Algérie, qui est avec nous depuis Washington, notre ami Adel Khalef, qui est économiste mais aussi analyste politique, qui est avec nous depuis Londres. Dans cette première partie, Jamal Gissoum était avec nous aussi, mais il nous a quittés, espérant qu'on va l'avoir donc avant la fin de l'émission par rapport donc aux thèmes qui seront abordés. On va revenir sur la question de la jeunesse algérienne, les perspectives, puisque le 12 août correspond donc à cette journée internationale de la jeunesse dans le monde. Mais aussi, on va finir notre émission avec la question de l'édito El Jaish, la question du Sahel, les relations diplomatiques de l'Algérie avec les pays du Sahel et la question diplomatique en général. Hamid Lelou est avec nous depuis Washington. C'est Hamid. Rebonsoir. Merci donc d'avoir participé avec nous, d'être avec nous ce soir. Marhaba bik. Adel Khalef est depuis Londres. Il est avec nous depuis Londres. C'est Adel. Marhaba bik. Avant de vous donner la parole, on va écouter le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, parler de la jeunesse algérienne, qu'il a qualifié donc de l'avenir de notre pays. On l'écoute. باش نوفي بالعهد اللي عطيته للشباب انهم هما يكونوا الجيل المستقبلي في السياسه. نخلق نوفيل جينيراسيون وجوه ما يعرفهمش الناس. اليوم النسبه المئويه نتاع المجلس الوطني الشعبي ما يقارب 70% جامعيين. faut le faire. Et 30% des jeunes. 30% شباب. Oui. 30% شباب. Donc رانا في الطريق الصواب. Il faut le faire admettre par les gens, ces gens-là اليوم ماهوش معروفين. غدوه منين يدير الماندا يولي معروف في القريه تاعو، معروف عند صحابه، معروف عند كذا. وهذه الكيفيه هذه ندخل في ميدان اخر اللي هو الاغلبيه هي اللي تسير. Voilà, donc Abdelmajid Tebboune qui parle donc de la jeunesse algérienne, 30% il dit de ces jeunes représentent le Parlement, sont dans le Parlement algérien, donc 30% des membres du Parlement sont des jeunes, d'après lui. On va l'écouter aussi parler de l'avenir, des solutions qui concernent les jeunes Algériens. Il n'est pas question de durcissement, par exemple, de la législation pour plus de dissuasion, Oui, Monsieur le Président. La législation, parfois, on avait une législation, même dans d'autres domaines. Mais il faut appliquer la législation. Pendant 6 ans et demi maintenant, on a durci le code de procédure pénale, on a durci le code pénal lui-même, etc. Lyon, certaines déviations qui étaient acceptées, اليوم c'est 10 ans. بالنسبة لمحاربة المخدرات من زمان عندنا محاربة المخدرات حتى في دول أخرى. Mais c'est la première fois اللي نوصلوا للإعدام. Il y a la condamnation à mort maintenant. اليوم عندنا on peut se prévaloir d'unité d'intervention تاعنا سيريوز اللي يحميو المواطن، ماهوش تما باش يظلموا المواطن، باش يحميو المواطن والعائلات تاعهم، واللي ضامن نفسه فوق العائله فوق القانون فوق كذا دبر راسو يتحمل مسؤوليته. Voilà. Adel Khalef, je vais commencer cette question avec vous. Adel Khalef, quand on parle de la jeunesse algérienne, bien sûr, c'est une frange qui est très importante dans la société algérienne. Malheureusement, quand on parle de la jeunesse algérienne, on parle de manque de perspective, de manque d'avenir.
d'instabilité, mais aussi la question de l'harg qui revient souvent quand on parle de la jeunesse algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, Adel Khalef? Bon, si vous me permettez, très rapidement, avant de répondre à votre question, parce que j'ai omis de le faire avant, mais je saisis l'occasion de le faire maintenant, très très rapidement, j'aimerais rendre hommage à un très grand artiste algérien qui vient de nous quitter. C'est El Ghazi. Vous savez, qui est très connu pour sa fameuse chanson Mahla al-Aïchiya, qui a fait rêver beaucoup de jeunes, parce que c'est lié aux jeunes aussi, notre jeunesse donc, a été vécue, on l'a vécu, pardon, avec... et je suis très bouleversé parce que je trouve qu'on ne lui a pas rendu suffisamment hommage, donc j'aimerais rendre hommage à cet artiste algérien qui nous a fait beaucoup rêver, qui nous a fait très plaisir, et qui est reparti donc vers son créateur, Allah rahmou bi rahmatillah. Rabbi yarham. Voilà. Maintenant, par rapport à votre question, encore une fois, c'est quand même très étrange parce que si vous revisionnez la vidéo que vous venez de passer, vous savez que le chef de l'État a parlé 95% français. On revient un peu au sujet de tout à l'heure, hein, la langue française, la langue anglaise, etc. C'est quand même très étrange. Il s'exprime qu'en langue française, alors que normalement, il faut qu'il donne l'exemple. Alors, maintenant, les jeunes, vous savez, aujourd'hui, je donne des chiffres. Les chiffres sont là. Les chiffres sont clairs. Vous savez, les chiffres ne mentent pas. Vous savez que la jeunesse algérienne aujourd'hui, qui représente une majorité donc, de notre population, vous savez que les moins de 25 ans représentent 30% du chômage. OK ? Vous savez que les moins de 35 ans représentent 85% des demandeurs d'emploi. Pourquoi il y a ce problème? Ça, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est indiscutable, c'est non négociable, c'est des chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Pourquoi, Adna, 85% des demandes d'emploi sont formulées donc par des jeunes qui ont moins de 35 ans? Simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Parce qu'il n'y a pas d'industrie. S'il y avait de l'industrie, il y a des projets, il y a de la construction, il y a de la production. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de savoir. Donc, on n'a pas formé assez, on n'a pas ouvert le champ industriel, on n'a pas construit un tissu industriel, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas de la critique que je suis en train de faire. Hein. Attention, c'est très important. Il y a une très grande différence entre la critique et un état des lieux. Je suis en train de faire un PV. Aujourd'hui, le tissu industriel algérien est insignifiantissime. Insignifiantissime. Donc, on n'a pas autorisé l'importation des matières premières parce qu'il faut reconnaître une chose, que aujourd'hui, dans l'économie de l'Algérie, vous savez, il y a eu Pythagore, je ne sais pas si pour les... Vous savez, Pythagore, c'est le père de la pensée, hein. C'est un très très grand philosophe grec. C'est Pythagore qui a apporté à l'humanité la capacité de savoir que nous pouvons penser. Et puis son disciple, c'est Socrate, qui a été le très bon élève. Et puis on ne peut plus les citer. Donc quand vous allez dans la lignée, vous arrivez dans ce même concept intellectuel à celui qui a révolutionné l'économie, c'est Kamal Zik. C'est Kamal Zik. Et c'est un ministre que vous adorez, bien sûr. Ah non, mais moi, je ne l'adore pas. C'est très simple. Chose. Vous savez, la médiocrité en elle-même, si elle existait, autant que forme humaine, روح لعنده عند كمال الزيك وتقول له en toi il y a plus puissant que moi. Donc aujourd'hui vous avez un ministre du commerce extérieur dans la... C'est vrai que la force de Kamal Zik, c'est quoi? Sa force, c'est quoi? C'est la vision. C'est un visionnaire. Donc il s'est dit que pour développer l'industrie algérienne, pour développer
la production locale en Algérie, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer l'importation des matières premières. Ya Amri, c'est sublime. Donc, il a tout réglé. Il a tout réglé. C'est ce qu'on appelle, dans la terminologie, je ne sais pas, on revient à une vieille expression de l'inspecteur Tahar Malabeleti, en Benzouj. كيفاش الانسبكتور طاهر كان يسب لابرانتي كان يقول له انت هو البوليكو de la classe. How جاك البوليكو de la classe. Donc il a décidé de détruire l'économie algérienne, détruire l'industrie, bloquer les importations, bloquer la matière première importée, bloquer le produit fini importé, et donc le tissu industriel algérien, il est ce qu'on appelle incinéré. Donc quand vous détruisez l'économie et l'industrie, donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'emploi. Donc, quand il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de formation. Et quand il n'y a plus de formation, vous avez une masse populaire jeune, importante, qui représente un pourcentage énorme de la population, mais une jeunesse qui n'est pas formée, c'est quoi? Une jeunesse qui n'est pas formée, c'est quoi? Eh bien, c'est un boulet. Donc, c'est-à-dire que Merzik, il a réussi à faire en sorte à ce que il a apporté le A plus B est égal à C. N'est l'importation, n'est la production, n'est l'importation des matières premières. Et donc aujourd'hui, je me retrouve avec rien. Donc les jeunes démunis, c'est ce qu'on appelle hein, dans l'économie, la constellation de l'échec. Donc aujourd'hui, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des bateaux. Parce que les jeunes, ils يحوسوا خدمة، يحوسوا صنعة، يحوسوا سكنة، يحوسوا مستقبل. Et il n'y a rien de cela. Et donc, comme il y a de la jeunesse présumée au Parlement, selon certains, qui cette jeunesse, en l'occurrence, comprendrait les besoins du peuple, donc on ne fait rien à ce que on puisse apporter à soulager la peine de la jeunesse algérienne. Parce que si on avait créé une véritable politique économique, chose que cette incinération ridiculissime, le Mopecho, je dis bien le Mopecho du CREA, cette organisation de dégénérés qui pensent qu'en 2030, ils vont... Parce qu'attention, hein, les CREA disent qu'en 2030, on va exporter pour 30 milliards de dollars. C'est extraordinaire. Hors hydrocarbures. Mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire Elon Musk et SpaceX ont beaucoup de... Ils ont du souci à se faire. Et donc, aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de vision. وش يبان عليه؟ يقول لك أنا أخويا ناخذ l'embarcation نروح نعطيها على البحر اللي الحق اللي ما لحقش ربي يرحمه. Au final, vous allez faire pleurer des parents et vous allez décimer une société. Quand on veut faire quelque chose pour les jeunes, il ne faut pas le faire avec les paroles. En anglais, en langue anglaise, vous voulez développer la langue anglaise. Vous savez, on dit « action speaks louder than words ». L'action parle plus fort que les paroles. Il faut arrêter ce cirque. Il faut tout réformer, il faut tout refaire, il faut un nouveau système, il faut un tournant à 180 degrés, لازم عقلية جديدة، لازم vision جديدة، لازم تخمم جديد، لازم إرادة تاع les jeunes جديدة à qui on donne la possibilité. أنا ça m'intéresse pas des jeunes في البرلمان، أنا جيب لي les jeunes في الحكومة، جيب لي des jeunes في المينيستère، جيب لي des jeunes في l'industrie. J'ai des jeunes dans des postes de prise de décision. Les jeunes sur le Parlement, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'Algérie aujourd'hui, elle n'a même pas... Je trouve le Moyen-Orient, ils ont investi des milliards et des milliards et des milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle. Très bien. On a un problème avec le حليب, عندك problème avec l'électricité, عندك problème avec les pneus, عندك problème avec l'anesthésie. اسمع راك مكركب. Pourquoi? Parce que le système aujourd'hui مخدوم بالبكبك. Et quand il y a le bakbak,
il n'y a, pas de- il y a pas de perspective. Très bien. Reste avec nous, Adel. Hamid Lello, on a pris un peu le temps avec Adel. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lello? Bien sûr, entre le discours officiel, dans ces déclarations qu'on a passées du chef de l'État, Majid Tebboune, qui dit que les jeunes, c'est l'avenir de notre pays, une réalité qui contraste avec bien sûr ces déclarations. Ça a été rappelé par Adel Khalef, une réalité qui n'est pas bien sûr facile pour les jeunes Algériens, manque de perspective, mais aussi vous avez parlé souvent, vous avez mis l'accent sur la légitimité. Et là nous amène bien sûr cette question, la question des libertés, l'expression, l'espace numérique, l'engagement associatif et la participation citoyenne. Quelle place pour les jeunes dans l'Algérie, entre guillemets, nouvelle de Abdelmajid Tebboune? Vous savez, la jeunesse, ça a toujours été un slogan, jamais une déclaration. C'est toujours un slogan qu'aujourd'hui, hier et avant-hier, ils ont toujours parlé de jeunesse, ils ont toujours prétendu se soucier de la jeunesse. Et puis la jeunesse, ce n'est pas l'avenir du pays, c'est aujourd'hui. Pourquoi attendre l'avenir? C'est aujourd'hui. Là où je ne suis pas d'accord un petit peu avec Khona Adel, la jeunesse, oui, mais il faut associer la jeunesse avec la compétence. Moi, si j'ai deux candidats, un vieux et un jeune, le vieux, il est compétent, le jeune, il est moins compétent, je prends le vieux, je suis désolé. Donc, il faut les deux, il faut la jeunesse et la compétence pour que le pays puisse avancer. Et ces autosatisfactions, on fait mieux les choses, nous avançons, nous réalisons. On les a entendus, rappelez-vous de Chadli qui tout le temps disait « Ah, mais les gens, ils courent après notre expérience, l'expérience algérienne. » Expérience de quoi? Le problème est pris à l'envers. Effectivement, avoir des jeunes au Parlement, ça c'est un truc à l'envers parce qu'on va les mettre dans le Parlement aujourd'hui, ils vont faire leurs preuves, les gens vont les connaître, ils vont gagner de l'expérience. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut mériter ce poste, aussi bien au Parlement ou à l'exécutif ou dans une entreprise, il faut le mériter, il faut travailler. Un parlementaire, avant qu'il soit parlementaire, c'est un activiste sur le terrain. Parce que, justement, et là, c'est un lapsus révélateur. Donc, nous avons ces jeunes qui sont dans le Parlement, qui ne sont connus par personne, mais qui ont été élus. Donc, c'est des gens qui ont voté sur un inconnu ou une inconnue, et on le met au Parlement pour lui donner le temps de travailler et de se faire connaître pour qu'il puisse produire quelque chose et être élu. Mais c'est Oui, du absolument. n'importe quoi. Oui. C'est ce qu'on appelle, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? J'ai même pas envie de parler de lui parce que vous connaissez, mais c'est un clown. Mais ces interrogations sont très importantes, Hamid Lello. Ben, ces interrogations, malheureusement, nous sommes devant le fait accompli. Nous sommes devant le fait accompli et c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'Algérie, le problème de l'Algérie, c'est le système. Et aussi un autre mot sur lequel je ne suis pas d'accord avec Adel. Apparemment, aujourd'hui, je suis en contradiction. Je ne suis pas d'accord avec le mot réforme. On réforme quelque chose qui a marché et qui n'est plus d'actualité. On réforme un système ou on réforme une procédure de production quand cette procédure n'est plus d'actualité parce qu'il y a des changements, donc au niveau, l'écosystème change, donc il faut réformer. Non, ce système, vous ne pouvez pas, il est irréformable. Il est irréformable et c'est malheureux. Et d'ailleurs... Et qu'est-ce que ça veut dire, Hamid Lello? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes dans cette logique du jeune Sofiane, qu'il faut rappeler, donc a été emprisonné, qui disait Yetna Hawga, c'est ce que vous voulez dire? J'ai mentionné ce mot Yetna Hawga encore une fois il n'y a pas longtemps. Je ne dis pas que je suis la cause de son emprisonnement, mais apparemment c'est redevenu à la mode ce mot Yetna Hawga parce que c'est une évidence. C'est une évidence, sauf que Yetna Hawga al-Fasdin. D'ailleurs, sur votre plateau,
il y a quelques années, peut-être il y a 3-4 ans, j'avais dit que ce slogan, il est toujours d'actualité. Et justement, le Hirak, je me demande, je me pose quelques questions sur la genèse même du Hirak. Et quelqu'un m'a appelé juste après, il m'a dit attention, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas décourager les gens. Le Hirak, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, mais c'est aussi un combat, une compétition entre personnes qui sont même au sein des institutions. Vous le savez très très bien, Khouya Nasser. Moi, je ne suis pas contre les institutions algériennes. J'ai toujours dit depuis le début qu'il y a des personnes, hommes et femmes compétents, sincères, dévoués au pays et qui veulent que le pays change. Et c'est certainement ces personnes-là qui sont peut-être derrière ce Hirak et on n'avait pas saisi l'opportunité pour le changement. Et absolument, c'est la solution. Ça, il n'y a aucun doute dans ma tête. Ça devrait être de cette manière. Parce que sinon, on va continuer dans le rafistolage, comme vous l'avez dit. On bricole, on rafistole, et jusqu'à quand ça ne peut pas tenir. Adel a raison. Les gens prennent le beauté par milliers, et c'est malheureux, ça continue. Et d'ailleurs, ces jeunes, moins jeunes, éduqués, pas éduqués, et surtout les gens qui sont éduqués, ils font le bonheur de ces pays qui les réceptionnent. L'Espagne, les Espagnols, ils se frottent les mains parce qu'ils ont une main-d'œuvre qualifiée qui vient chez eux gratuitement. Parce que c'est une population vieillissante, et pareil pour l'Italie, pareil pour le Portugal. Les Français, ils prétendent, mais derrière les coulisses, ils sont réceptifs, ils prennent les gens qui sont qualifiés, ils arrivent à trouver le travail, ils arrivent à s'installer et à se faire une vie en Europe. Et c'est ça le drame de l'Algérie, c'est la jeunesse, et ça reste slogan, slogan, slogan. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou, puisque vous avez parlé des institutions. On va passer à notre troisième sujet de notre rétro-info de la semaine. Bien sûr, la question de l'édito Al-Jaish, dans un éditorial intitulé « La stabilité de la patrie, devoir sacré ». Donc, le titre de l'édito. On va revenir, bien sûr, sur la question diplomatique, puisque, bien sûr, il y a cette relation qui revient de petit à petit, on va la qualifier ainsi, avec les pays du Sahel. Et cette semaine, il y a eu donc un don de 4 hélicoptères au Niger par l'Algérie. On va revenir sur ça. La diplomatie algérienne en question, bien sûr. Juste après, cette vidéo qui parle des extraits de la revue Al-Jaish. On va vous passer 2 vidéos. La stabilité de la patrie, un devoir sacré. Dans son numéro du mois d'août, la revue Al-Jaish revient sur la célébration de la Journée nationale de l'armée nationale populaire. Cette commémoration intervient dans un contexte régional et international marqué par l'enchevêtrement des défis et l'accélération des mutations. Face à cela, notre pays a démontré, grâce à un peuple conscient, profondément attaché à ses constantes nationales, ainsi qu'à des institutions solides et à une armée indomptable, que la sécurité et la stabilité dont il jouit ne sont nullement le fruit du hasard. Elles sont l'aboutissement d'une vision clairvoyante, d'une fidélité constante au sacrifice des anciens et d'une conviction inébranlable selon laquelle la sécurité et la souveraineté nationale constituent le socle sur lequel se construisent toutes les réalisations. La stabilité de la... Voilà, donc quelques extraits de cet édito de la revue Al-Jaish. Je ne sais pas si nos amis ont un deuxième extrait, si c'est possible. Le récent entretien accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, aux représentants des médias, a porté des messages clairs réaffirmant l'attachement indéfectible de l'Algérie à la défense de sa souveraineté et de l'indépendance de sa décision nationale. Saluant le degré de conscience atteint par le citoyen algérien dans son appréhension des différents défis, il a souligné que l'Algérie ne se soumet ni aux pressions, ni aux menaces, ni n'est achetée, ni vendue.
Le président a par ailleurs affirmé être très optimiste quant à l'avenir du pays et convaincu que l'Algérie avance sur la bonne voie, rappelant que la stabilité de la patrie prime sur toute autre considération. Ces propos résument la vision de l'Algérie nouvelle et victorieuse, où la conscience citoyenne et la cohésion entre le peuple, son armée et les institutions de l'État constituent le véritable rempart garantissant la stabilité de la nation et son immunité. Voilà quelques extraits donc de l'édito de la revue El Jaish de cette semaine. Et bien sûr, on va revenir en images. Le Niger reçoit les 4 hélicoptères Mi-24 et Mi-171 offerts par l'Algérie. On regarde donc ces images. En application des instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à renforcer les relations de coopération bilatérale stratégique entre l'Algérie et le Niger dans les différents domaines, notamment le domaine militaire. Le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a ordonné la remise à l'armée nigériane d'un don comportant un lot de matériel et d'équipements militaires. Cette opération vient confirmer l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien aux pays de la région, notamment dans les domaines liés à la défense et à la sécurité, à l'échange d'expertise, au soutien multiforme. Voilà, donc le Niger qui reçoit donc les 4 hélicoptères offerts par l'Algérie. Mais on va revenir aussi sur les déclarations faites auparavant par Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, concernant le rôle de l'armée. وهذو اللي يقولوا شعارات مدنيه مش عسكريه هم الناس اللي خداو طريحه من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوه. البلاد هذه لازم تتحطم بصفه ولا اخرى. فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء. من زمان هذه سلميه مش مدنيه عسكريه مدنية مش عسكرية. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات، نفس الشعار في هو الجيش خرج من السياسة. خرج من السياسة راه في بالك 12 سنة 15 سنة خرج تماما من السياسة وفات المهنية. بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ ما بقاش يدير السياسة الجيش خطأ. ما بقاش يدير السياسة الجيش خطأ. ما بقاش يدير السياسة الجيش خطأ. Voilà. Adel Khalif, la question est à vous, bien sûr. Comment vous avez perçu, on a perçu donc que l'Algérie a offert 4 hélicoptères au Niger. Est-ce que l'Algérie donc est en train de reprendre petit à petit sa normalisation, on va dire, avec les pays du Sahel? On parle du Niger, comme aussi du Burkina Faso ou du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'approche algérienne est différente? Et on va revenir bien sûr sur le rôle de l'armée par rapport à la question politique. Adel Khalif. Bon, alors, d'abord, il faut quand même faire le constat que le modus operandi de notre diplomatie depuis 5-6 ans, c'est de créer des problèmes avec plusieurs pays et puis les résoudre en faisant machine arrière. Ce n'est pas les résoudre en faisant machine avant pour imposer ses positions, c'est les résoudre en faisant machine arrière et donc en concédant la défaite. Commençons par l'Arabie Saoudite. Il y a eu beaucoup de problèmes avec l'Arabie Saoudite, il y en a encore toujours, mais moins, il y en a encore toujours. Les problèmes avec la France, il y en avait plein, on a actué de plus en plus, et puis, du coup, il y en a un peu moins, et puis la France n'a pas changé sa position par rapport au Sahara occidental. Ensuite, il y a eu l'Espagne, beaucoup de problèmes, on leur cause beaucoup de problèmes, on fait notre crise, on fait notre tempête dans un petit verre d'eau, et puis après, soudainement, bon, ben, il n'y a plus de problème. On attaque le Premier ministre, on dit qu'il est ceci, qu'il est cela, on n'a pas de problème avec l'État espagnol, on a un problème avec le Premier ministre. C'est franchement ne pas comprendre comment l'Espagne fonctionne, hein, parce qu'en Espagne, c'est pas la France. Hein, la France, parce que le système aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir beaucoup de problèmes avec les monarchies. Hein. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu, avec une autre monarchie, la Grande-Bretagne, c'est vrai que la Grande-Bretagne s'est alignée par rapport au Sahara occidental. Mais Alger n'a pas les mêmes problèmes avec Londres comme elle a avec Paris et comme elle avait avec Madrid. Donc, du coup,
on fait la même chose avec Madrid, on a des problèmes, et puis du coup, on n'a plus de problème, tout va bien, Madame Marquise. Et donc après, le Mali, on se rappelle de la crise économique qu'il y avait, la crise diplomatique qu'il y avait il y a 1 an et demi, et du coup maintenant, tiens, on leur offre des hélicoptères, etc. Mais bon, écoutez, bon. Je pense que nous avons un très très grand problème d'une très grande déficience de la diplomatie. C'est le plus gros problème de l'Algérie aujourd'hui. Mais la diplomatie n'est pas déficiente parce que le président de la République lui-même n'est pas connu pour être un diplomate. Hein. Il n'est pas connu pour être un connaisseur de la diplomatie. La diplomatie, c'est pas la connaissance, c'est pas la maîtrise, c'est pas l'expérience du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il ne connaît rien à la diplomatie, il ne connaît pas le langage diplomatique, c'est pas son truc, c'est pas grave, c'est un métier. Mais aujourd'hui, on a attaqué la France. La France n'a pas changé de son opinion. On a attaqué l'Espagne, la France, ça n'a pas changé de son opinion. Toujours la même chose avec le Maroc. On attaque le Mali et puis on change. Donc il y a un modus operandi très particulier. Donc on crée des problèmes avec tout le monde et puis on n'a plus de problème avec tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur offre des cadeaux. C'est-à-dire, c'est vraiment l'histoire de monsieur qui fait pleurer madame, et puis bon, monsieur, il repart vers madame, il a beaucoup de fleurs. Bon, c'est un peu gentleman. Mais en diplomatie, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a des... je vais essayer d'être l'avocat du diable, entre guillemets, on va dire. Ceux qui défendent donc la diplomatie d'Al-Majid Tebboune ou la diplomatie algérienne actuelle vous diront qu'il n'y a pas une voix constante quand on parle de diplomatie. Il y a des hauts et des bas, il y a des crises, il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va mal. Et on ne peut pas enlever ça quand il s'agit des relations de l'Algérie avec d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi que l'Algérie essaye d'utiliser son influence, comme par exemple offrir des hélicoptères pour essayer de gagner un peu le rapprochement entre Alger et Niamey, entre Alger et les pays du Sahel, sachant qu'il y a aussi la question sécuritaire qui est au cœur de cette diplomatie. Adel Khan. Vous savez, résoudre le problème avec le Mali aurait pu être résolu sans effort, simplement parce qu'il ne fallait pas en créer un. C'est aussi simple que ça. On va créer un problème, énorme problème, et puis du coup, comment on veut le résoudre? C'est en offrant des hélicoptères. Mais ça, c'est le modus operandi. Je ne vais pas juger dessus. Mais si vous regardez aujourd'hui le vrai problème que nous avons, je l'ai toujours dit sur les ondes de votre chaîne, le problème est à Lyon. Pourquoi on a des problèmes dans le Sahel? Pourquoi on est en train d'essayer de régler les problèmes que nous avons dans le Sahel? Pourquoi? Parce qu'on a un problème de l'intelligence. Les services de renseignement à l'international, on a un problème d'intelligence, on a un problème d'anticipation. On ne comprend pas ce qui se passe, on n'a pas l'information. On ne sait pas comment faire aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Sahel. Donc aujourd'hui, regardez par exemple le Mali. Vous avez vu ce que le Mali vient de faire là actuellement, il y a 3-4 jours? Le Mali vient de donner son soutien au Maroc par rapport au Sahara occidental. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire demain? On va offrir des hélicoptères aussi au Mali pour changer d'avis. Il faut arrêter ces âneries. Donc, aujourd'hui, nous avons un grand besoin d'avoir nos services de renseignement restructurés. Parce que la force d'un pays, c'est quoi la force américaine? C'est la CIA. C'est quoi la force d'Israël? C'est le Mossad. C'est quoi la force à France? C'est la DGSE. Il a des services de renseignement qui sont capables d'avoir une vision et d'anticipation. Tu ne vas pas régler les problèmes parce que tu n'auras pas besoin de les régler simplement parce que tu ne vas pas les créer. Donc, il faut le rapprocher. C'est comme ça qu'on traite les affaires. Regardez par exemple, Bouteflika, Allah yarhamou. C'était un grand visionnaire. Il avait compris que le problème de Boko Haram allait avoir des conséquences importantes. Rappelez-vous, quand John Kerry est venu à Alger en 2014,
a rencontré Abdelaziz Bouteflika, lui a parlé de visiter le Tassili. Rappelez-vous la claque, la gifle diplomatique que Bouteflika avait infligée à John Kerry. Et parce que Bouteflika, c'était une bête diplomatique. C'était une bête, محنك يعرف واعر يعرف. Donc aujourd'hui, on n'a pas des gens qui maîtrisent la diplomatie. Nous avons de très grands diplomates. Attention, par exemple, américain, nous avons un énorme ambassadeur, Bourkadoum. Le ministère des Affaires étrangères, nous avons de très très grands diplomates en Algérie. Mais nous avons un système qui ne sait pas faire. Pourquoi? Parce que ضربنا la colonne vertébrale, العمود الفقري تاع بلاد وش هو l'intelligence. كيما عندكش l'intelligence. On n'a pas de poste de coordinateur dans les services secrets. اليوم les services d'enseignement في الجزائر شنو يديروا؟ يجري مور امير كريزاد، يجري لي مور هشام عبود، يجري لي مور هذا، ايش هذا؟ Il y a des pays qui sont en train de ramener de la bourre sur le plan diplomatique international, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la géostratégie, etc. لازم لك تخدم الرنسينيومون إلا راك حاب تخدم البلاد. Aujourd'hui, واش عندك؟ ما عندك والو. Donc, on n'a pas la vision, on n'a pas la capacité d'analyse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour résoudre le problème de l'Algérie, il faut développer par des moyens financiers, humains, techniques et stratégiques services de renseignement. Parce que le renseignement هو العمود الفقري تاع أمة. Très bien. Restez avec nous, Adel. Hamid Lello. Wesh raïk Hamid, si Hamid, par rapport à cette question, est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami Adel Khalif? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'analyse de Adel, elle confirme un peu ce que j'ai toujours dit. Et j'espère que lui, il n'est pas rentré dans la confusion. La confusion, c'est de parler et de critiquer une institution et de dire qu'ils n'ont pas cette intelligence, c'est-à-dire le renseignement. Je pense que l'institution militaire ou sécuritaire en général en Algérie a été prise en otage par ce service de police politique. Nous avons un système de police politique et c'est une gangrène. J'aimerais bien qu'on ait une émission où on expliquerait c'est quoi un système de police politique, parce que c'est une organisation, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un comportement, c'est une organisation, même si elle est illicite, même si elle est informelle. Par contre, mon analyse par rapport à la situation au Sahel et surtout les dons qui ont été donnés, moi je ne vais pas le voir du point de vue diplomatique. Adel a donné son point de vue, je partage une bonne partie. Moi, je vais voir ce problème du point de vue doctrinal. Alors, la doctrine, ce n'est pas la Constitution. Hein. La doctrine, c'est un document qui est développé et produit en interne par les institutions, et dans ce cas-là, l'institution sécuritaire. Alors, il y a deux cas de figure. Il y en a ceux qui ont une doctrine et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont une doctrine, vous allez, ça se trouve sur Internet, vous cherchez la doctrine française, anglaise, américaine, vous la trouvez, ce n'est un secret pour personne. Vous cherchez la doctrine algérienne, ça n'existe pas. Alors il y a deux raisons. Ou bien ils ne savent pas l'écrire et ils pensent qu'ils n'ont pas à l'écrire, ou bien ils se disent que si on écrit notre doctrine, on va divulguer nos secrets. Et en quoi ça consiste, cette doctrine sécuritaire? Ça consiste à justement ce que disait Adel, comment vous organisez vos services sécuritaires, comment vous faites l'entraînement, comment vous faites la préparation, comment vous faites, qu'est-ce que vous faites pour préparer vos soldats, comment vous recrutez, comment ceci, comment cela. Et ce n'est pas des secrets. Vous pouvez lire tout ça par rapport aux pays avancés et ils vont vous donner ce genre de détails. Alors maintenant, est-ce que l'Algérie a une doctrine? Elle ne l'a pas. Nous n'avons pas ça. Maintenant, ils disent la constitution qui a été
changer, elle autoriserait au conditionnel l'armée algérienne à aller à l'extérieur. Ça, c'est un détail très, très important. Les gens se sont soulevés, mais non, notre armée, elle est défensive, elle devrait se contenter de défendre les frontières. Défendre les frontières, nous avons des milliers de kilomètres dans des endroits très reculés. Vous allez mettre quoi? Un soldat tous les 50 mètres? C'est pas possible. Donc la doctrine telle que je suis en train d'imaginer ces actions qui ont été faites récemment, si on place ça dans un contexte doctrinal, l'écosystème est en train de changer. Depuis à peu près une vingtaine d'années, ça change et ça s'aggrave de plus en plus. La nouvelle constitution qui donnerait droit à l'armée algérienne d'intervenir à l'extérieur, quoi qu'ils ont dit, on le ferait dans le cadre des Nations Unies pour faire des actions de stabilisation et de sauvegarde de la paix, etc., etc. Mais cette action de donner des armes, parce qu'ils ont aussi donné des armes, des munitions, des missiles et 4 hélicoptères, tel que je le vois, ce n'est pas un don gratuit. C'est une approche préventive, c'est-à-dire que au lieu d'attendre l'ennemi à la frontière, ouvertement, on ne peut pas aller au-delà de nos frontières. Nous faisons ces dons-là sans donner plus de détails. Qui va piloter les hélicoptères? Qui va entraîner les futurs pilotes nigériens? Qui va s'assurer de la coordination des opérations? Tout ça n'est pas dit. Et du coup, moi, je prévois une contribution algérienne opérationnelle. Ils ne vont jamais nous le dire, mais je vois mal l'Algérie donner des hélicoptères comme ça parce qu'ils ont envie de jeter 4 hélicoptères et les donner au Niger. Non, je pense que c'est un travail de terrain et contrairement à M. Adel, je pense qu'il y a intelligence dans les deux sens, intelligence au niveau de l'information, mais aussi intelligence au niveau de la pensée. Ils sont en train de se préparer à faire de la prévention, à faire des actions opérationnelles au-delà des frontières, mais en le faisant au nom de cette amitié et de cette coopération avec le Niger. Et je pense que ça, c'est une action qui est intelligente. Ils devraient le faire parce que l'ennemi est là, le danger est là, et on ne peut pas se contenter d'être barricadé parce qu'il n'y a pas de barricade. On ne peut pas se barricader quand il n'y a pas de barricade. Maintenant, le Mali, souvenez-vous, il y a quelques mois, ou bien un an, quand vraiment ça s'est dégradé entre le Mali et l'Algérie, souvenez-vous, c'est Nassel, j'ai dit, moi, je prévois l'Algérie intervenir au Mali. Et je pense que je n'ai pas eu tort. L'avancée du Nîmes avec la collaboration de Al-Rali qui est soutenue par l'Algérie était une action qui a été diligentée par Alger. Je ne suis pas... et quand je parle d'Alger, je parle de l'Alger opérationnel. J'ai toujours distingué l'armée opérationnelle compétente sur le terrain, celle qu'on ne voit pas, et les généraux en carton qu'on voit à Alger. Ce n'est pas Chenguiriha qui va réfléchir pour nous trouver une solution pareille. Moi, je n'ai aucun respect pour lui, je ne le compte même pas. Ce n'est même pas un général. Et justement, il faut qu'on parle, il faut qu'on ait un sujet de la police politique pour expliquer réellement qui est Chenguiriha, qu'est-ce qu'il fait et quelle est sa relation avec cette armée professionnelle, opérationnelle dont je parle. Il y a une entente tacite, pas un accord, mais une entente tacite. Bref, l'avancée vers Bamako a créé un changement dans l'écosystème Mali-Algérie qui fait que maintenant, la junte militaire malienne est en train d'essayer de négocier quelque chose parce qu'elle se retrouve un petit peu étranglée. Maintenant, si Adel il dit que les Maliens ont décidé de reconnaître le Sahara occidental, ça va mal se finir pour eux parce que je pense que l'Algérie, pas toute seule, mais elle a des partenaires à l'international, elle s'impose comme l'élément clé dans la région du Sahel. Ce n'est pas le Maroc. Le Maroc ne fait pas partie du champ. Il n'a aucune relation avec le Sahel. Et les Maliens, maintenant, ils sont en train de se creuser
un trou, ils vont rentrer dedans et ce régime à Bamako, il va tomber. Il va tomber ou il va changer. Et pourtant, Hamid, le Maroc a signé un partenariat stratégique avec, par exemple, le Mali. Et alors? Et alors? Ils peuvent signer 100 000 documents, ça ne change rien du tout. Ils n'ont pas de frontières avec eux, ça va être difficile de s'organiser. Les gens parlent de cette région, moi j'ai vécu dans la région pendant une quinzaine d'années, c'est pas facile, hein? Il n'est pas facile d'accès, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances, le savoir du terrain, l'adhérence de la population locale, la logistique, les moyens aériens, l'argent, les ressources, ça demande beaucoup de choses. Le Maroc, il signe, ça va pas changer. Croyez-moi. Très bien. S'il continue de cette politique, il y aura un changement même dans Bamako, le régime ne tiendra pas longtemps. Très rapidement, Hamid, quand Adel fait l'accent par rapport donc, à la diplomatie algérienne et qu'il dit que cette diplomatie pose problème, c'est elle qui est donc le problème quand on parle de nos relations, par exemple, avec les pays du Sahel, il a rappelé bien sûr la question de la crise entre l'Algérie et la France, l'Espagne, mais aussi avec le Maroc et d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Parce que je pense qu'on a aussi Jamal Gessoum est de retour dans notre émission. Hamid Lello. Écoutez, je vais dire choses simplement et très court. La diplomatie algérienne, comme les autres institutions algériennes, vivent leurs contradictions. Elles les vivent parce qu'elles les créent, parce qu'elles n'ont pas ce champ de manœuvre puisqu'elles sont prises en otage. Et je reviens un petit peu à c'est une théorie, mais j'ai envie de l'élaborer un jour avec vous. Elles sont prises en otage, c'est pour ça que les décisions sont contradictoires et c'est pour ça qu'il y a, quand il y avait la décision de criminaliser le colonialisme français, tout le monde a crié sur nous, mais vous êtes contre. Non, je dis, mais je suis pour. Mais est-ce que vous avez la force de le faire? Est-ce que le fond, il est là, mais la forme, est-ce que vous l'avez la forme? Donc, c'est la même chose avec la diplomatie algérienne. Elle vit ses contradictions. Elle est en train de vivre ses contradictions. Très bien. Reste avec nous, Hamid. On a aperçu bien sûr Jamal Gessoum, qu'on est content qu'il est revenu donc à notre émission. Il a eu des engagements avec notre chaîne qu'on respecte bien sûr. Très demandé notre ami Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On est en train de parler de la question bien sûr de l'édito Al-Jaish, que je rappelle, mais aussi le rôle de l'armée, la diplomatie algérienne. On a vu cette semaine, l'Algérie a offert 4 hélicoptères donc à Niamey, au Niger. Est-ce que c'est un rapprochement graduel par rapport donc à ce qu'il y a eu comme crise avec les pays du Sahel? L'Algérie est en train de rectifier le tir, on va dire, entre guillemets, par rapport à ses relations avec les pays du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aussi... l'édito, l'auteur de l'article, est revenu sur les dernières déclarations du président de la République qui affirme que l'Algérie ne se soumet ni aux pressions, ni aux menaces, ni n'est achetée, ni vendue, tout en saluant donc le degré de conscience atteint par le citoyen algérien dans sa manière d'appréhender les différents défis. Et bien sûr, on parle de défis sécuritaires, puisque l'éditorial a été intitulé « La stabilité de la patrie, devoir sacré ». Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Gessoum? Alors tout d'abord, je ne peux pas interagir malheureusement avec ce qu'aura pu dire ou ce qu'a dit Adel, mais par contre, je peux interagir sur ce que dit Hamid, et ça rejoint évidemment votre question. Tout d'abord, je partage entièrement son diagnostic et son évaluation sur les relations sécuritaires entre l'Algérie et le Niger, d'une part, et le Mali, d'autre part. Je partage complètement, et l'inefficience des accords signés entre le Maroc et le Mali, qui, comme le dit Hamid, il a tout à fait raison, n'a aucune efficience et n'a aucun intérêt, si ce n'est que symbolique. Vous avez aussi abordé la question de la question doctrinale, comme le dit Hamid, dans la modification de la Constitution de 2020. Je dois dire qu'en 2020, même si j'avais soutenu
la modification de la Constitution pour d'autres raisons, j'étais quand même assez échaudé parce que c'est peut-être culturel, mais la question de ne pas intervenir dans un autre pays, a fortiori encore plus éloigné de l'Algérie, je conserve cette doctrine qui fait que l'Algérie n'a pas à intervenir. Par contre, la proposition que j'avais faite en 2020, qui fait écho au sujet d'aujourd'hui, c'est que j'avais proposé qu'en accord avec les pays du Sahel, c'était déjà en 2020, hein, c'était bien avant le changement de direction. Je ne me plais pas à dire la junte militaire malienne, je ne me permettrai pas cette expression, c'est aux Maliens de considérer si c'est une junte ou pas. Mais ce que j'avais proposé en 2020, c'est qu'il y ait un accord entre les pays du Sahel et l'Algérie sur une zone tampon de 100 km à l'intérieur du Niger et à l'intérieur du Mali comme étant zone tampon, zone de sécurité pour préserver aussi les intérêts de l'Algérie dans cette période sombre qui est la période sécuritaire la plus difficile connue depuis de nombreuses années. Et donc voilà, je reste attaché à d'une part cette doctrine, l'Algérie n'a pas à intervenir parce que j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'est vous, c'est Nasser qui l'avait dit ou c'est Hamid, que l'Algérie, oui, pourrait intervenir sur d'autres champs, évidemment dans le cadre des Nations Unies. J'espère simplement que vous ne l'avez pas insinué dans d'autres pays qui n'aient pas de frontière avec l'Algérie, auquel cas je m'élèverai complètement. Mais sur cette question sécuritaire Sahel, le retour de l'Algérie sur cette question, Hamid l'a très très bien dit, je me suis rarement d'accord avec lui, mais là, pour le coup, je me sens obligé de l'être. Oui, la question de la sécurité algérienne aux frontières du Mali et du Niger, mais surtout le Mali, fait que l'Algérie a eu un bon jeu, non seulement en offrant ces 4 hélicoptères, mais pas gratuitement, comme le dit Hamid, c'est aussi notre intérêt. Il a même dit, et là je suis tout à fait estomaqué, mais dans le bon sens, que c'était intelligent et c'est une réalité. Sur la question du Mali, qui revient un peu sur le devant de la scène dans les relations bilatérale entre l'Algérie et le Mali. Et comme le dit encore Hamid, je suis désolé Hamid d'être d'accord avec vous aujourd'hui, les tensions qui naissent au sud, du côté de l'Azawad et du Jnim, font que le Mali, le pouvoir malien est acculé devant quelque chose qui semble être un peu le cancer et se rapprocher de Bamako. Et donc, dans une opération de survie que le pouvoir malien retisse des liens avec l'Algérie. Et donc, c'est dans l'intérêt. Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple malien? Je ne me permettrai pas, et c'est une doctrine que nous avons, nous, Algériens, de ne jamais entrer dans les affaires internes d'un pays. Mais en tout cas, c'est dans l'intérêt de la région que de se remettre un peu en ordre de bataille avec l'Algérie, qui est véritablement le seul pays en Afrique, et surtout sur cette question du Sahel, à avoir les moyens, à avoir la connaissance du terrain sur un terrain accidenté. Hamid a utilisé un terme autre tout à l'heure pour dire la difficulté du terrain. C'est effectivement le cas avec des milliers de kilomètres à la frontière et des pays qui sont déstabilisés. Et on peut partir de la Libye. On saute un peu le Niger qui représente un peu moins de difficultés, mais on va aussi au Mali. Et donc, dans toute cette architecture sécuritaire, oui, l'Algérie a un rôle important à jouer sur ces questions. Et donc, très rapidement, Jamal. En quelque sorte, oui. Très rapidement, je m'excuse, Jamal. Vous avez parlé des questions de défis sécuritaires, mais aussi on peut faire la liaison avec notre diplomatie. Quand Adel donc s'est exprimé sur cette question, il a remis en cause, on va dire, ou il a pointé du doigt la diplomatie algérienne comme étant une diplomatie qui n'a pas de vision et qui a un manque d'intelligence par rapport à notre diplomatie. Très rapidement sur ce point. Très rapidement, je partage ce diagnostic. Est-ce que je vais dire que c'est un manque d'intelligence? Ça, je ne sais pas sonder l'intelligence, mais la difficulté première de l'Algérie dans sa diplomatie, c'est qu'elle tisse des relations comme une personne avec son voisin et n'a pas. La diplomatie algérienne a une grande difficulté, c'est de ne pas avoir une diplomatie à l'international qui soit une base de réflexion et ensuite des relations interpersonnel avec chaque pays en fonction des intérêts. Ce qui manque à l'Algérie, c'est une diplomatie internationale telle qu'on a pu la connaître dans les années 70, surtout les années 70. Donc, il manque cette base sur laquelle l'Algérie serait reconnue internationalement. Une diplomatie ne peut pas se contenter d'avoir de bonnes relations aujourd'hui avec l'Espagne, et donc on ne va parler que de l'Espagne, comme ça a été le cas avec l'Italie et aujourd'hui l'Allemagne. Un pays doit avoir des bases diplomatiques internationales qui soient connues et reconnues de tous les pays du monde, et ensuite des relations
avec chaque pays. Mais il manque cette base. L'Algérie, diplomatiquement, n'est pas, en tout cas, prête intellectuellement ou intelligemment, comme le dit Adel, à avoir cette base fondamentale qui est la diplomatie. Et donc, nous n'avons pas une diplomatie qui soit, en tout cas, perceptible au niveau international. Et c'est bien la difficulté d'aujourd'hui. Très bien. Et je pense que quand notre ami Adel a parlé d'intelligence, il a parlé beaucoup plus, je pense, des services de sécurité, de renseignement. Adel Khalef, si vous voulez rebondir, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais vous donner 1 minute chacun de vous pour finir, donc terminer notre émission. Et je sais qu'on peut rester pour beaucoup plus de temps. Le rôle de l'armée Adel Khalef, et cette question revient souvent. Bien sûr, notre ami Hamid Lello a parlé de la police politique, d'autres vous parlent du rôle de l'armée dans le champ politique en Algérie, et que c'est l'armée qui est au cœur de ce système que vous avez donc soulevé comme problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef? Moi, j'ai jamais soulevé que l'armée était le problème du cœur de ce système. Au contraire. Non, j'ai dit que vous avez parlé de système. Le système, c'est le pouvoir civil. Voilà. Et souvent, ceux qui critiquent le système rappellent que c'est l'armée qui est au cœur de ce système. C'est pas vous qui avez dit, qui a dit. Ah mais écoutez, si vous reprenez les paroles du président Tebboune, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que depuis 14-15 ans, l'armée ne fait plus du tout partie du système politique. Il a bien dit. Absolument. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il reconnaît que l'armée a toujours eu un rôle à jouer. Écoutez, monsieur, dans tous les pays du monde, les plus grands pays du monde, les plus grandes puissances du monde, je vais vous le dire tout de suite. L'aide, les méfahaches, l'intervention, ne serait-ce que masquée par l'armée, c'est un pays qui n'est pas protégé. L'Algérie, c'est quoi? L'Algérie, c'est pas un pays avec une armée. L'Algérie, c'est une armée avec un pays. Et je m'en réjouis personnellement. Bon, mais non, après, il y a des mécanismes par-ci, par-là. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'avoir du sang neuf dans le pouvoir civil. تعرف l'expression تاع عبد قديم عبد قديم c'est quoi? هاد الناس اللي نزادوا في الثلاثينات في الربعينات في الخمسينات ça c'est des gens qui ne peuvent plus apporter au pouvoir civil quoi que ce soit. C'est fini. Il faut du sang neuf, il faut la jeunesse, il faut un nouveau président, un président jeune, il faut visionnaire, qui comprend les jeunes, qui peut apporter du sang neuf. Il faut un tournant à 180 degrés. Et sinon, je dis toujours qu'il faut donner tous les pouvoirs. Il faut nommer aujourd'hui un grand patron des services de renseignement qui a des relations à l'international, qui a des relations en Europe, en Amérique, en Asie. Parce que c'est ce qu'elle est. Regardez les insuffisances que nous avons eues. Gassama, le football, on n'a pas vu le coup venir. Les BRICS, on n'a pas vu le coup venir. Et beaucoup de choses, et oser. Parce que ما عندكش l'intelligence, ما عندكش l'anticipation. Sinon, aujourd'hui, واش دير؟ إلا تحب تكمل عليها. Parce que l'Algérie, واش راهي اليوم؟ Pour moi, c'est fini, l'Algérie. Aujourd'hui, pour moi, c'est une séquence qu'il faut laisser passer. Il faut attendre très bientôt un nouveau système qui arrive, un tournant à 180 degrés. En attendant, واش لازم نديرو؟ شوف إلا باش نريغليو البروبليم لازم تجيب على tête de l'intelligence بنغرينا حطوا في l'intelligence où il faut mettre un vice-président حطوا لنا كمال رزيق avec la vision etc. Et je pense qu'avec Bengrina et Kamel Zik, l'Algérie, en 6 mois, تلحق النبو تاع الجابون. Voilà, j'arrête sur ça. D'accord, Adel. Je ne sais pas par rapport à ça, mais bon. Très rapidement, Jamal Ghessoum, avant de donner le mot de la fin, très rapidement, c'est à notre ami Hamid Lello. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum? Quand on parle de l'armée, vous avez souvent défendu donc, dans vos propos, vous disiez Askariya Machi Madaniya, alors que Tebboune a rappelé dans la vidéo qu'on a passée, qu'on parle bien sûr de Askariya Machi Madaniya, elle a dit وين راهي عسكرية وين راهي يعني ماشي مدنية.
c'est qu'ils veulent détruire l'institution militaire, ceux qui avancent cet argument. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, tout d'abord, j'espère que Adel plaisantait sur Ben Green parce que j'ai failli tomber dans les pommes. Et je me suis dit, il a bien changé, Adel. Non, en fait, quand je dis Dawla Askari Meshi Madani, ça rejoint en fait ce que disait Adel, et il a tout à fait raison quand il disait qu'il n'y a aucun pays au monde où l'armée n'intervient pas d'une manière ou d'une autre, car ce serait un pays, je dirais, insécure. Et c'est sur cet aspect, alors peut-être que Dawla Askari Meshi Madani, ça a pu choquer beaucoup de monde, j'en ai conscience, mais parfois, pour heurter les sensibilités et faire rappeler aux gens qu'il y a des préalables et des conditions sine qua non sans lesquelles on ne peut pas avancer, comment peut-on parler de liberté d'expression si vous êtes dans un pays qui est en insécurité, comment peut-on parler d'une économie, d'une avancée sociologique des différents corps de la population algérienne sans sécurité, et ça a toujours été dans cet esprit de me dire que sans sécurité, on ne peut pas faire. Mais en même temps, on ne peut pas tout coller à la sécurité, comme on l'a fait en France depuis les attentats de 2015, où tout est permis pour une question de sécurité, quitte à emprisonner des gens, mais sans même jugement. Et donc, voilà, il faut trouver l'équilibre entre la question de l'armée. D'abord, en plus, Adel disait que l'Algérie, c'est une armée avec un pays ou dans un pays. Nous avons, nous, Algériens, cette culture depuis des décennies sur le fait qu'on distingue très difficilement, parce que nous avons eu une armée nationale de libération, nous avons une armée nationale populaire, et j'aime et j'en terminerai là, rappeler que lorsque j'avais été reçu par Émile Lahoud, qui était à la retraite, qui était chef d'état-major et président de la République libanaise, quand il m'avait reçu, c'était début novembre 2015, il m'avait dit, vous, la chance que vous avez en Algérie, c'est d'avoir pu faire ce que moi, je n'ai jamais pu faire, c'est une armée nationale populaire. Et donc, depuis 2015, quand je vois un peu le répondant international sur ce qu'est une armée nationale et qu'il n'y a pas Shab ou Jeish ou Shab, je reste ancré sur cela, peut-être de manière excessive, mais en tout cas, telle est ma position. Merci Jamel. Très rapidement, Hamid Lello. Moi, ma conclusion, c'est par rapport aux institutions. Nous avons parlé de plusieurs institutions et moi, je pense que les incohérences et les changements de cap au niveau de toutes les institutions montrent que l'Algérie se recherche à travers les luttes, je dirais, intestinales entre les différents cercles d'influence au sein de cette police politique. Je sais que ces personnes au sein de nos institutions et au sein de la police politique nous écoutent et j'espère que aussi les acteurs politiques et de la société civile nous écoutent et que ce changement à 180 degrés va arriver. Il est inéluctable. On ne peut pas l'éviter. Ça a trop duré, ça a assez duré. Et puis, l'armée populaire, Sigessoum, je pense que je ne vais pas être d'accord avec vous là-dessus. Une armée qui se professionnalise, c'est une armée nationale. Il faut laisser de côté populaire. À un moment donné, faisait partie de cette, comment dirais-je, background populaire, populiste, nationaliste à cause de la guerre d'indépendance. Moi, je suis pour une armée professionnelle. Une armée professionnelle, elle fait partie du politique. Elle soutient le politique. Elle est ce rempart du pays, mais il y a la nuance. L'armée professionnelle, elle est protégée par le politique parce que toutes les décisions et toutes les responsabilités sont prises par le politique qui est compétent. Et du coup, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau international, on ne va pas juger l'armée, on va juger le politique qui a pris la décision et qui a induit à ces actions. Donc, Askari Meshi Madania, je suis désolé, vous pouvez essayer de l'expliquer comme vous le voulez. Moi, je suis complètement contre. Moi, je suis pour un régime civil où le militaire, il fait partie intégrante de ce système
il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de compétition, il y a une complémentarité. Mais en fin de compte, la façade, la vraie, le visage, il faut qu'il soit civil. Merci. Merci beaucoup, Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Je m'excuse auprès de nos amis de la région. On a dépassé un peu le temps, surtout avec notre ami Adel, qui a mis en exergue, bien sûr, cette nouvelle Algérie, son projet, donc comment faire avancer notre pays, avec des personnalités, bien sûr, que lui-même a définies comme extraordinaires, on va dire. Merci beaucoup à notre ami Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Merci à vous depuis Washington. Merci à notre ami Jamal Gessoum, analyste politique, spécialiste des relations internationales depuis Paris. Merci à notre ami Adel Khalef. Toujours un plaisir de vous avoir tous les trois. Je rappelle, Adel Khalef est économiste, mais aussi analyste politique depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum Saha.